Et on est reparti pour Intégral Foot et ce soir, je suis très content d'accueillir Oussem Loussaïef d'RMC. Bonsoir, bonsoir Oussem, bienvenue à toi. Bonsoir Michel, bonsoir les gars. Alors, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui te connaissent pas? Tu fais quoi? Tu es où? Tu es qui? En, Voilà. en quelques mots, je suis qui? Je m'appelle Oussem Youssef, comme tu l'as dit. Je suis journaliste à RMC Sport, donc qui contient toutes les antennes RMC, BFM TV, anciennement SFR Sport, qui devient maintenant RMC Sport. Et donc voilà, je bosse dans ce groupe depuis maintenant 3 ans. Et je suis journaliste plurimédia, donc je fais à la fois du tournage, du plateau, du reportage, du desk télé. Voilà, on est un groupe où les journalistes sont amenés à faire plein de choses. J'ai quelques spécificités, notamment dans le football, puisque c'est là-dedans que je baigne depuis tout petit, mais voilà, on est plutôt tous des journalistes un peu pluridisciplinaires. Alors, ma question habituelle pendant ce mondial à tous les invités pratiquement, t'as pensé quoi jusqu'ici de ce mondial? Tu es satisfait ou pas du spectacle? On est pratiquement à la fin, hein, on est à quelques jours de la fin. Est-ce que tu es satisfait, toi, en tant que fan de football? Je pense qu'on a tous un peu le même ressenti, hein. On a l'impression que c'est une Coupe du Monde un peu bizarre. Certains diront que c'est une Coupe du Monde au rabais, parce que les grandes équipes n'étaient pas forcément toutes au rendez-vous. Mais je pense que c'est le foot aussi qui change. Donc on passe d'un football où c'était les équipes de possession de balle qui nous impressionnaient, donc on avait beaucoup plus de choses qui faisaient rêver, à un football où on est plus du football direct, où voilà, où l'important c'est de marquer des buts et qu'importe la manière. Donc c'est vrai que les amoureux du beau jeu dont je fais partie peuvent être un peu déçus par moment, mais quand on aime le foot depuis des années, on sait que l'excitation et la joie que procure le résultat, donc on peut satisfaire de ça, surtout quand on voit le parcours de l'équipe de France. Est-ce que toi aussi tu trouves cette équipe de France ultra solide et t'es amené à penser que finalement il peut rien nous arriver? Pour que tu le saches, si on peut se tutoyer, je le disais déjà dès le match contre l'Argentine. Après, certains diront que l'Argentine, ça reste une équipe amoindrie, plus faible cette année, ce qui n'est pas faux. Mais voilà, on parle quand même de l'Argentine et l'équipe de France dégageait déjà quelque chose à ce moment-là. C'est vrai que dans les phases de poule, elle était un peu différente, un peu de mal, mais en même temps, toutes les équipes ont eu du mal. Et dans les équipes qui ont eu du mal, je pense qu'on s'en est très bien sorti. Et c'est vrai que depuis l'Argentine, elle dégage quelque chose. Même quand elle était menée au score, on l'a pas senti abattue, ce qui était le cas peut-être avant. Et c'est vrai qu'elle dégage quelque chose. Elle n'a pas le jeu rêvé que tous les passionnés du beau jeu pourraient souhaiter, mais elle dégage quelque chose. On sent une force mentale, et pourtant, Dieu seul sait combien on a fait de chroniques avant la Coupe du Monde pour dire que c'était l'équipe la plus jeune, une des équipes les plus jeunes, qu'elle était en manque d'expérience peut-être, mais franchement, elle dégage quelque chose, elle dégage une force mentale, et je pense qu'on peut aller au bout, aller la chercher, cette Coupe du Monde. Dans cette équipe, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, surpris? Surpris, non, mais impressionné. Moi, je suis toujours impressionné par ce mec-là. C'est N'Golo Kanté. Je suis un fan absolu de ce mec. Pour moi, c'est la définition même du football. Je pense que tout jeune joueur qui veut jouer milieu de terrain doit regarder N'Golo Kanté dans sa lecture de jeu, dans sa manière d'imposer sa personnalité, alors que on sait tous c'est pas le plus expressif. C'est quelqu'un de très timide, mais sur un terrain de foot, il a une personnalité incroyable. Il s'impose auprès de tous. Rares sont ceux qui ont joué avec lui ou contre lui, qui ne tarissent pas d'éloges pour ce joueur. Il est vraiment incroyable. Donc lui, N'Golo en premier. Et puis voilà, Kylian, le tsar un peu, c'est notre vedette à nous. Il faut le protéger, mais en même temps, on est tellement fiers de l'avoir dans nos rangs, quoi. On a entendu durant tout le mondial certains qui disaient, enfin depuis le début, certains qui disaient que la France n'avait pas un plan de jeu, ne procurait pas du plaisir à voir en tant que spectateur. Est-ce que tu es d'accord avec, on va dire, la stratégie ou l'idée d'Didier Deschamps de aller gagner, même s'il n'y a pas de fin de jeu, même s'il n'y a pas de spectacle, même s'il n'y a rien, mais juste de gagner, c'est le seul objectif. Mais c'est exactement ce que je disais en amont, hein. C'est exactement ce que je disais en amont. Maintenant, faut pas être étonné, c'est pas à quelques semaines du mondial que l'équipe de France allait découvrir. On allait découvrir une équipe de France avec un nouveau fond de jeu, avec une nouvelle identité. Ça, faut pas être dupe, quoi. On sait quelle est l'identité de jeu de Didier Deschamps. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est difficile d'instaurer une identité de jeu à une équipe nationale. Tu vois, on fonctionne pas de la même manière qu'un club. L'Espagne avait une identité de jeu, mais parce que l'Espagne avait 90% de son effectif qui joue ensemble, tu vois, au Barça ou au Real. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une identité de jeu. Et quand ils ont été champions du monde, bien sûr qu'ils ont été impressionnants parce qu'ils avaient cette identité-là du Barça. En France, c'est différent. On doit fonctionner avec des individualités, un peu comme au Brésil. Mais quand on regarde au Brésil, il n'y a pas d'identité de jeu.
lorsqu'on regarde les grosses nations, il n'y a pas d'identité de jeu. Modric et Rakitic, c'est eux l'identité de jeu. Tu vois, c'est eux qui instaurent le jeu. En France, on a des individualités qui arrivent pendant cette Coupe du Monde-là à jouer ensemble. Bon, pas comme on aimerait le voir, pas comme on le souhaiterait. C'est vrai que c'est pas le jeu le plus alléchant, mais dans une Coupe du Monde, il faut se rappeler que voilà, on veut gagner. Tout footballeur amateur, quand il a joué dans une compétition amateur, il la joue pour la gagner. Donc voilà, je dirais pas qu'il faut gagner par tous les moyens et quitte à ce que ce soit même très triste à voir, mais ça va, je pense qu'on n'est pas à plaindre. Il y a des bonnes phases de jeu et identité de jeu, c'est très dur d'en avoir une pour l'équipe de France en sélection nationale, mais voilà, on reste satisfait quand même de ce qu'ils font. Pour toi, quel serait l'adversaire le plus dangereux? J'avais cette discussion-là il y a quelques minutes. Souvent, on pense que les Anglais seront les plus dangereux, ce qui peut être un avis respectable parce qu'ils ont eu moins de prolongations, parce qu'ils ont eu un parcours plus facile, si tant est qu'il eût été facile. Je rappelle qu'ils ont joué contre la grande nation de la Tunisie. mais non, mais on pense que l'Angleterre, ça aurait été ça pourrait être l'adversaire le plus facile. Mais moi, je pense qu'on a plus de mal à jouer contre une équipe comme la Croatie. Parce que la Croatie, en fait, c'est à double tranchant. On pense que c'est une équipe qui fait le jeu. Mais comme je le disais, à part les milieux de terrain, c'est eux qui font le jeu. L'Espagne qui faisait le jeu, c'était l'Espagne avec des latéraux qui montaient, avec des défenseurs centraux qui participaient à la première relance. La Croatie, c'est pas du tout ça. La Croatie, c'est un milieu de terrain très fort, une attaque qui est assez puissante, mais les défenseurs ne participent pas au jeu. On sent pas une équipe qui fait tourner le ballon constamment. Donc, je pense que la Croatie serait plus dur à manier. Les Anglais ont un profil un peu similaire au nôtre, et c'est une équipe un peu jeune qui est là aussi alors qu'on l'attendait pas, qui s'arrache chaque match. Donc, je pense que les Anglais seront plus à notre portée, et les Croates, ça peut être une surprise. Et quelle est l'équipe qui t'a le plus déçu justement pendant ce mondial? Il y a plusieurs types de déceptions. Moi, j'ai été très déçu par l'Espagne. Je les avais mis favoris. Mais après, quand on connaît le contexte dans lequel ils ont démarré la Coupe du Monde, c'est très difficile de gérer une Coupe du Monde dans ce contexte-là. Quand bien même on a des bons joueurs et des grands joueurs, c'est très très difficile. Le facteur psychologique dans une compétition, il est très très important. Que ce soit dans le football amateur ou encore plus dans le football de très haut niveau, on peut pas se permettre de faire une bonne compétition si on n'est pas à 100% de notre capacité mentale. Donc l'Espagne m'a déçu à ce niveau-là. Et puis après, je reste un peu déçu de la Tunisie parce que, étant tunisien d'origine, je suis de la sélection tunisienne depuis un moment et j'avais beaucoup d'espoir en eux, même si ça a été très difficile. Ils perdent leurs meilleurs joueurs avant la compétition, ils perdent aussi quelques joueurs en route. L'équipe a changé par rapport à celle qu'elle était dans la phase d'élimination. Donc voilà, un peu déçu par eux, mais ça c'est mon cœur qui est déçu. Mais dans mon analyse footballistique, très déçu par l'Espagne. En même temps, ça se comprend. Tu as évoqué la Tunisie. Est-ce que c'était attendu de sortir ainsi avec deux défaites et limite une victoire qui contre le Panama 2-1 qui est pas C'est vrai que attendu, voilà. Franchement, il faut pas se leurrer. La Belgique et l'Angleterre étaient plus forts. On aurait pu espérer quelque chose pour la Tunisie lors du premier match face à l'Angleterre. Mais encore, il aurait fallu garder son identité de jeu. Ce que je reproche un peu, si je pouvais me permettre de faire un reproche à la Tunisie, c'est qu'ils ont perdu leur identité de jeu qu'ils ont eu pendant la phase d'élimination, qu'ils ont eu les années précédentes. Il y a un truc qui se construisait depuis la dernière Coupe d'Afrique. Mais voilà, quand tu perds ton leader, déjà tu prends un coup dans le moral. Quand tu perds ton leader technique, tu perds ton leader de vestiaire, tu prends un coup dans le moral. Et ils n'ont pas su surmonter ça. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a des binationaux qui sont arrivés en cours de route. Il y a, je pense, quelque chose à faire à l'avenir, mais surtout, et ça c'est un problème que je reproche surtout aux sélections africaines, c'est qu'on a eu peur, les sélections africaines ont eu peur pendant ce mondial, et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti dans le match du Maroc face à l'Iran, ça s'est ressenti pour le Nigeria dans le premier match. On a eu peur alors qu'il faut pas, je pense qu'il faut pas avoir peur, il faut jouer avec ses qualités, il faut pas s'inventer une vie non plus, mais il faut jouer avec ses qualités, et quand on a quelques qualités, il faut les utiliser au maximum. Mais qu'est-ce qui explique cette peur des équipes africaines? On les a vus, ils ont tous échoué, les 5 équipes. Ouais. Comment on explique ça, selon toi? Je pense que déjà c'est la méconnaissance du très haut niveau dans l'expérience. Je parle pas individuellement parce que la plupart, par exemple, quand on prend la sélection du Maroc, elle n'a rien à envier aux nations européennes. La plupart jouent dans des bons clubs, dans des grands clubs. Donc, je pense pas que ce soit un manque d'expérience individuelle, mais plutôt un manque d'expérience collective, de savoir gérer ces moments-là, ces moments de pression, ces moments où le doute s'installe. Quand le Maroc n'arrive pas à marquer face à l'Iran, forcément le doute s'installe. Après, ils prennent un but sur un coup du sort, mais je pense que c'est tous ces moments-là, quand la Tunisie décide de jouer très bas, alors qu'ils n'ont jamais joué très bas de toute leur vie,
c'est compliqué de savoir le faire au bout d'une semaine alors qu'on l'a jamais fait. Donc je pense que c'est cette peur elle s'explique par ça, par le manque d'expérience collective, les fédérations qui ne sont pas en place. Et je pense que après, si on peut aller chercher un peu plus dans le fond, je pense qu'il y a un truc à travailler même en amont dans les fédérations auprès des plus jeunes, instaurer une discipline, etc. Je pense que dans ça déjà, il y a un travail à faire. On a vu aussi les pays d'Amérique du Sud qui ont un peu échoué, que ce soit l'Uruguay, l'Argentine qui ne passe pas, qui n'arrive pas à les gagner, le Brésil qui n'arrive toujours pas à franchir arriver en finale. Comment on peut justifier ces échecs pour les pays sud-américains? C'est vrai que c'est une surprise. Il y avait quelques nations que moi j'aurais bien imaginé aller un peu plus loin, comme le Brésil. Bon, l'Argentine, on a senti que déjà que c'était un peu tiré par les cheveux déjà dès les qualifications pour la Coupe du Monde. Mais quand on pense à la Colombie, au Brésil, on pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Après, c'est vrai que ça reste toujours la même chose. Ces équipes sud-américaines, c'est des équipes qui jouent sur le mental, la force mentale, et sur les individualités. C'est pas quand bien même l'Uruguay avec Oscar Tabarez qui est un professeur du football, vraiment un homme à écouter, à analyser, mais on sent que voilà, lorsqu'il y a un des maillons qui n'est pas en forme, bah, ça se voit tout de suite. Et c'est là où la France a fait la différence, c'est que même quand un joueur comme Griezmann est un peu en dessous, ben les autres sont là pour équilibrer. Matuidi, on peut en dire ce qu'on veut, mais il est là, il fait son taf et il fait ce qu'on attend de lui, quoi. Donc voilà la différence avec les équipes sud-américaines, c'est que lorsque un des joueurs n'est pas en forme, bah ça se voit tout de suite, quoi. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé de Kanté. Ouais. C'est vrai qu'il est monstrueux, mais il a quand même 27 ans, il arrive à pleine maturité. Moi, il y a un joueur qui m'impressionne encore plus, c'est Kylian Mbappé. Ouais. On connaissait son talent, pardon, mais à 19 ans, avoir un tel courage et pression avec un tel talent en Coupe du Monde et en phase finale de Coupe du Monde, bien sûr, c'est peut-être quelque chose que j'ai jamais vu à titre personnel. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, je vois sur les réseaux sociaux Puyol, Ferdinand. Non, bien sûr. Les Smiley, ils sont hallucinés, les mecs. Ils ont jamais vu ça. C'est quand même un truc de fou. Enfin, on a un tel joueur dans notre équipe, c'est hallucinant. Mais je te rejoins totalement. Je sais pas. Je pense que nous, comme on baigne dans le football, nous tous un peu depuis notre temps d'enfance, je pense, on a conscience de ça. Mais je sais pas si en France, de manière générale, on a conscience du talent qu'on a. Je veux pas me lancer. Je suis pas un adepte du football ancien, mais je pense que Ronaldo, le Brésilien, a été de cette trempe-là. Il y a que lui qui, à 16 ans en Amérique du Sud, aux États-Unis, pardon, avait impressionné. En 88 en France, il était au top de sa forme. Et c'est de cette trempe-là. Je pense que Kylian Mbappé, vraiment, je pèse mes mots, est de cette trempe-là. Moi, je parle souvent avec son frère Jires Kembo et Coco, et il me dit que lui, il l'appelle le gamin. Il me dit que le gamin est prêt, quoi. Le gamin est prêt et il sait quelle est la responsabilité qu'il a, et on le voit sur le terrain. Et comme tu le disais, et je te rejoins, jouer avec un sang-froid dans une période comme celle-ci, avec un niveau de pression si élevé, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je pense que tous les adeptes de foot savent que vraiment, pour assumer des responsabilités, il faut avoir une certaine maturité. Et l'avoir à 19 ans, elle est incroyable. Et retranscrire cette maturité par une facilité technique, c'est encore plus fort. Quand tu vois les gestes qu'il fait sur la passe pour Giroud en demi-finale, quand tu vois ce qu'il fait aussi, l'ouverture qu'il met à Pavard, c'est vraiment du très 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 haut niveau et un sang-froid énorme. Et je sais qu'en plus, on le sent, il y a encore des choses à progresser. Donc je me dis qu'il y a un avenir excellent pour ce joueur. Et c'est lui qui portera le maillot de l'équipe de France et l'étendard français, je pense, pendant encore de belles longues années. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. On a parlé d'Mbappé qui fait une Coupe du Monde énorme. Par contre, Olivier Giroud, très critiqué sur les réseaux sociaux, un peu aussi dans les médias. Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce qu'il a été décevant? Il y a deux points de vue. Il y a deux points de vue pour Olivier Giroud. Il y a l'utilité qu'il a dans un collectif, et ça, personne peut le refuser, peut le dénier. C'est impossible de ne pas le voir. Il est très utile dans un collectif, ne serait-ce que par l'aspect athlétique ou par l'aspect combativité. C'est quelqu'un de très utile. Je pense qu'il soulage beaucoup un joueur comme Mbappé, un joueur comme Griezmann, ou même des joueurs comme au milieu de terrain. Dans une phase de transition, quand le ballon arrive devant, si la personne qui est devant n'arrive pas à le garder, bah, le ballon va revenir trop vite, donc on va encaisser encore plus rapidement. Ça, c'est vraiment dans le jeu, dans l'aspect purement du jeu, purement tactique. Après, on a cette frustration. Tout le monde parle de Guy Varche, Coupe du Monde sans marquer des buts. Est-ce que Giroud va faire la même chose? On a cette frustration, surtout quand on voit la rapidité d'exécution qu'il y a autour de lui, avec Antoine Griezmann, avec Kylian Mbappé. Il est quand même fourni en termes de ballon. Après, voilà,
c'est difficile aussi d'être lucide quand on est un peu fatigué, quand on prend 5-6 joueurs dans le dos. Arrivé à un moment, c'est beaucoup plus dur d'être lucide face au but. On peut lui trouver des excuses et je pense qu'il faut lui trouver des excuses pour le bien-être de l'équipe de France. Après, voilà, on aurait aimé bien sûr qu'il concrétise toutes les actions qu'il a. Hier, Mbappé lui met une offrande. Bien sûr que tous les puristes vont lui dire bien sûr qu'il faut coup de pied au premier poteau, il faut aller vers le ballon pour marquer. Mais je pense que si on regarde d'avant les duels qu'il prend dans le dos, les coups qu'il prend, on peut lui trouver des excuses. Donc voilà, on est un peu mitigé. D'un côté, on s'est dit il faut qu'il marque parce qu'il a les actions, et d'un autre côté, on dit mais il fait du bien quand même en termes de jeu collectif. Conclure, tu préfères en plus cette émission va être diffusée quelques heures avant le match. Ouais. Entre l'Angleterre et la Croatie, tu choisis qui? Je préfère la Croatie. Après, ça se trouve, ce sera l'Angleterre. Je pense que pour que ce soit une belle finale, il vaut mieux que ce soit l'Angleterre parce que c'est deux nations qui se suivent et qui se ressemblent. Mais franchement, pour le beau jeu, je préfère que ce soit l'Angleterre. La Croatie, je suis un fan de Modric, donc j'aimerais voir Modric en finale pour voir ce que ça peut donner face à N'Golo Kanté. Mais allez, pour la rivalité, allez, je vais dire l'Angleterre, ne serait-ce que pour la rivalité. On va juste passer très rapidement sur le PSG. Mais pas de souci. La saison passée, tu en as pensé quoi? Le PSG, c'est toujours, il nous manque quelque chose, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Il manque quelque chose. Quand tu vois le potentiel de cette équipe et quand tu vois l'armada que c'est, que ce soit défensivement, offensivement, il y a toujours des choses à retravailler, bien sûr. On peut dire ce qu'on veut individuellement sur chaque joueur. Ça, c'est facile de faire une analyse individuelle pour un collectif. Mais le football, c'est un truc qui se voit de manière collective. Tu vois, c'est un jeu qui se voit de manière collective. Et je pense que le PSG, on a toujours l'impression qu'on y est presque. Après, tu tombes qu'on fasse au Real et bien sûr qu'il y a des choses à redire. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir. Je pense que ça va venir. On est sur la bonne route. Il y a quelque chose à faire pour le PSG. Il y a vraiment quelque chose. On a les joueurs dans ce club. Il y a vraiment quelque chose à faire. Sur la scène européenne, ça va arriver. Il faut pas s'inquiéter. Ça va arriver. Il y a une mentalité à instaurer. C'est en cours de route. Il y a quelque chose à faire. Mais j'ai aimé cette phrase de Thiago Silva à la fin de l'élimination qui a dit il faut qu'individuellement on sache ce qu'on a à faire. Et c'est que ça en fait. Parce qu'il faut pas oublier que le football, c'est un collectif. Mais c'est un sport collectif muni d'individualité, rempli d'individualité. Donc, c'est ça aussi le football. C'est que chacun doit faire une introspection et essayer de pousser le collectif vers le haut. Justement, tu as parlé de la mentalité, enfin, de cet état d'esprit qui manquait peut-être au PSG. Est-ce que selon toi, l'arrivée de Buffon, en ce sens, peut faire du bien? Mais totalement. Totalement. On se le dit souvent sur le ton de la blague, mais quand Buffon va recadrer un mec comme Verratti va pas lui répondre. Quand Buffon va dire à Adrien Rabiot, écoute mon gars, maintenant va falloir courir un peu plus, il pourra pas lui dire quelque chose. Bien sûr que ça fait du bien. Et j'arrive même pas à comprendre comment comment un supporter du Paris Saint-Germain ne peut pas être ravi de l'arrivée de Buffon. Comment un supporter de football ne peut pas être ravi de l'arrivée de Buffon en Ligue 1. C'est pas possible. C'est une légende qu'on a. C'est un des meilleurs gardiens de l'histoire avec Yachine, voire le meilleur. On a quand même une force mentale, une classe, un joueur qui est encore du top niveau qui arrive au Paris Saint-Germain. Donc bien sûr que on n'est pas dans le vestiaire avec eux, on a des informations, mais le jour où il va prendre la parole, il y a personne qui pourra parler avec lui. Et ça peut faire du bien. Cet homme-là, il a une mentalité de gagnant. La finale de Coupe du Monde qu'il va chercher face à l'équipe de France, il va la chercher. Donc bien sûr que ça va faire du bien. Et c'est une image. Le football, ce n'est pas que de l'aura, ce n'est pas que de la personnalité. Mais ça y compte pour beaucoup en tout cas. Quel joueur t'aimerais bien voir venir à Paris? N'Golo Kanté. Il y a pas de secret. N'Golo Kanté, les gars. Les gars, c'est N'Golo Kanté qu'il faut recruter au Paris Saint-Germain. C'est N'Golo Kanté. Je pense que tous les clubs au monde ils aimeraient avoir N'Golo Kanté. Donc après, nous, on a des infos, bien sûr qu'il y a des discussions, etc. Je sais pas si ça va se faire. Le football, ça va tellement vite maintenant, on peut pas s'avancer. Mais N'Golo Kanté serait une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain. Et puis j'aimerais bien un arrière-gauche de classe mondiale qui vienne un peu titiller tout ça. Un Alexandro par exemple, un Marcelo s'il a envie de partir du Real Madrid, pourquoi pas. Mais ce genre d'arrière-gauche. On a aussi parlé des rumeurs d'un potentiel départ de Cavani. Ouais. Est-ce que tant sportivement que humainement, ce serait l'une des plus grosses erreurs du projet QSI? Une des plus grosses erreurs, je ne sais pas, parce que le projet n'est pas encore à sa fin. On fait les bilans à la fin, en général. Mais de laisser partir Cavani, de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est pas une bonne chose. Après, voilà, il faut voir aussi les affinités sportives entre chacun.
Mais je pense qu'un mec comme Cavani ne peut que t'apporter du bien dans un vestiaire et sur le terrain. C'est un mec qui lâchera jamais rien, donc ok, il a peut-être un manque d'habilité technique, ok, mais le mec il t'enfile but sur but et puis il est disponible et puis c'est un battant et puis lorsque personne va faire l'effort, et ben c'est lui qui va le faire et ça psychologiquement ça compte. Lorsqu'on voit un coéquipier faire un effort supplémentaire, je pense qu'on se dit ah ouais moi aussi il faut que j'y aille aussi et puis voilà et puis c'est quand même un mec faut pas le négliger qui a enfilé des buts, qui a fini meilleur buteur, donc de le perdre en général vaut mieux l'avoir avec soi. Après, lui, peut-être qu'il veut peut-être aussi autre chose, mais vaut mieux l'avoir dans son effectif. Et puis, je pense qu'il est très bien à Paris. Je discutais récemment avec son fournisseur en maté, la boisson uruguayenne, et il me disait que du bien de lui sur la personnalité, sur l'homme. Donc, bien sûr qu'il vaut mieux l'avoir avec soi. Ce serait une erreur de le laisser partir. Et tu penses quoi du choix de Tuchel ? Bah écoute, j'ai un avis un peu mitigé, donc je vais pas faire le spécialiste de Tuchel. J'ai comme tout le monde, j'ai vu, j'ai lu. C'est un pari. C'est un homme de poigne apparemment. C'est un homme qui instaure une philosophie de jeu aussi apparemment, donc ça peut nous plaire en tant que supporter du football, quoi, en tant qu'amateur de football. Il a une identité de jeu, ça c'est évident. On l'a vu avec le Borussia Dortmund. Après, tant dans sa personnalité, est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Gérer un vestiaire c'est différent, mais voilà, il sort du Borussia Dortmund, il sort pas du Real Madrid, mais Borussia Dortmund c'est pas un petit club, c'est pas un club qui joue le maintien, donc voilà, les gens vont mettre en avant son manque de trophées, son manque d'expérience, mais je me dis qu'il faut donner la chance à tout le monde et puis voilà, je pense que s'il le choisit au Paris Saint-Germain, c'est qu'il a une identité, c'est qu'il a un projet aussi bien acté, bien en tête, donc voilà, je pense que il peut le faire. Après, voilà, il y a une réalité du marché aussi, il faut le savoir. Et des entraîneurs qui sont très compétents sur le marché, il y en a pas énormément. Au moment du choix d'un entraîneur, il restait Carlo Ancelotti qui n'avait pas encore signé à Naples. On connaît le passif qu'il y a eu entre Carlo et le Paris Saint-Germain. Donc, il y avait pas tant de solutions que ça. Il y avait un pari peut-être à tenter avec Thierry Henry. On savait qu'il cherchait un club, qu'il y avait quelque chose à faire après la Belgique. Donc, il y avait un pari à faire. Mais voilà, ça aurait été un pari aussi. Donc je pense que Tuchel a le bon profil et qu'il faut lui donner les pleins moyens. Juste je vais poser une question un peu hors PSG, mais hier ça a fait l'écho d'un tremblement de terre. L'arrivée de Ronaldo à la Juventus. C'est incroyable. Est-ce que tu es surpris comme nous? Est-ce que tu comprends ce choix? Au-delà d'être surpris, je suis fasciné même. Je suis vraiment fasciné parce que c'est fou quand même. Il a 33, il va sur ses 34 ans, il signe 4 ans, il est vendu 105 millions d'euros, c'est le prix auquel il a été acheté il y a 9 ans. Alors c'est une bonne affaire pour tout le monde. Pour lui, j'ai beaucoup de respect pour lui d'ailleurs, parce que il prend ses responsabilités et franchement, sans vouloir être vulgaire, faut le faire quand même, faut avoir une sacrée paire parce que il a été bon au Sporting, il a été bon à Manchester, transformation au Real Madrid, il change son jeu. Il change son attitude, il change son corps, corporellement, il change aussi. Ça devient un autre joueur. Et là, il part pour un autre pari, un autre défi. Vraiment, beaucoup, beaucoup de respect pour ce joueur. Et puis voilà, la somme, le Real Madrid est gagnant, la Juve sera forcément gagnante, le joueur est gagnant parce qu'il se lance dans un nouveau projet. C'est vraiment, on peut que avoir beaucoup de respect pour ce choix fait par Cristiano Ronaldo. Et puis c'est une bonne chose, ça rabat aussi un peu les cartes. Le Real va être en reconstruction. La Juve tente des coups comme d'habitude. Le Barça est en reconstruction. Le PSG a une carte à jouer parce que le groupe se connaît un peu plus chaque année. Neymar aura un peu plus de facilité puisque maintenant il est bien adapté. Il sait à quoi s'attendre. Donc je pense que ça rabat un peu les cartes et ça peut donner une très très belle Ligue des Champions. Et justement, est-ce que le départ de Ronaldo peut rechanger les cartes pour Neymar ou Mbappé ou pour le Real surtout? Bon après, je vais pas balancer des saucisses à tout va, mais honnêtement, je pense pas que ce soit Mbappé ou Neymar. D'après les échos qu'on a un peu, les discussions qu'on a à droite à gauche avec quelques sources, je pense que Mbappé et Neymar resteront au Paris Saint-Germain. Après voilà, dans le foot, tout va très vite. Tout va très vite. Il suffit qu'un jour il y ait une discussion qui tourne mal et que voilà, il y a une autre discussion qui vienne s'interposer entre plusieurs réunions, donc ça va très vite. Mais je me mouille pas, mais je pense qu'un profil comme Eden Hazard sera plus un profil madrilène l'année prochaine. Après, tout est possible dans le football. On l'a vu l'été dernier, on a vécu un été de folie avec Mbappé, avec Neymar, les arrivées, tout est possible. Tout va très vite.
tout va très vite. Le Real est capable de mettre les sous pour s'attacher les services de Neymar, mais je pense que l'histoire avec entre le Paris Saint-Germain et Neymar n'est pas finie. Voilà. Enfin, moi, pour juste conclure en beauté, j'ai juste une petite question à te poser. Si la France est championne du monde, qu'est-ce que tu te promets de faire? Si la France est championne du monde, je me promets de perdre ma voix, de crier comme un fou. Non, je suis pas fantasque, je vais pas aller me traîner nu à l'Arc de Triomphe. Non, je serais très heureux, très heureux parce que depuis l'épopée de 2006, on est un peu frustré, on s'était arrêté, on pensait qu'on allait la gagner, on avait l'équipe pour, et je pense là aussi qu'on a l'équipe pour. Donc on croise les doigts comme on dit, on souhaite que l'équipe de France aille au bout et puis et on fêtera ça comme il se doit. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? Tu seras encore sur RMC Normalement, les discussions sont en cours, mais on parle un peu comme les joueurs de foot, mais normalement, ouais, je serai sur RMC. Il y a aussi le mercato des journalistes. Exactement. Il y a eu 2-3 discussions, mais je suis très bien à RMC, je suis très heureux d'être là. Je suis dans un groupe qui monte, un groupe jeune aussi. Donc, on a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec les droits de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Et puis, il y a des idées, il y a des émissions à construire, il y a des choses à faire. Je suis un groupe où on me fait confiance. Je suis dans un groupe où j'ai ma petite place et puis on va continuer à bosser parce que rien n'arrive sans le travail. Donc, il faut bosser. C'est un conseil que je peux donner à tous les jeunes journalistes et à tous ceux qui veulent aussi faire ce métier. C'est un métier où il faut beaucoup bosser, il faut pas compter ses heures. Donc, voilà. J'ai cette mentalité-là, j'ai cette envie-là, donc on va faire plein de trucs. Et puis, je pense que la place to be l'année prochaine, ce sera RMC et ça sera aussi encore pour les années à venir. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Oussem Boussaïef. Merci à toi, Béchir. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Merci.